Je pensais pas que vous reviendriez aussi vite. Excusez-moi, je m'occupais. J'étais en train de penser à ça d'ailleurs pendant que je lisais ce truc, c'est que le cinéma coréen, on n'en a jamais vraiment parlé sur la chaîne. Enfin, on l'a fait dans le monstre de sortie consacré au film dont on parle aujourd'hui, mais c'est assez curieux qu'on ne l'ait pas abordé avant, parce que c'est un cinéma qui regorge de monstres. Y a pas que les films d'ailleurs, dans les séries y a de quoi faire. Y a le Japon aussi qui est pas mal chargé en bestioles, et puis eux, ils vont vachement loin dans les... Non, 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 stop, stop, je pensais pas à loin dans ce sens-là. Non, je voulais dire l'histoire, les personnages, les pouvoirs, tout ça. C'est tout de suite des trucs dégueulasses, on peut plus rien dire. Bref, le cinéma coréen de monstres s'est présenté à moi avec The Host. Et lorsqu'on a lancé la chaîne en 2016, enfin la création remonte à 2015, mais la première vidéo a été postée le 1er août 2016, les 10 ans approchent, je sais, le cinéma coréen nous a proposé un film d'infectés dans un train. Dernier train pour Busan est un film sud-coréen d'horreur sorti le 17 août 2016 réalisé par Yeon Sang-ho qui est à la fois réalisateur, producteur et scénariste et qui a aussi réalisé un préquel animé et une suite en prise de vue réelle de Dernier train pour Busan ainsi que les films Jung-hee et Révélation sortis tous deux sur Netflix. Et avant qu'on vienne me prendre la tête dans la section commentaires, oui, je regarde le film en VF. Si vous voulez le voir en VO, regardez-le en VO. Si vous voulez le voir en VF, regardez-le en VF. Arrêtez d'imposer vos choix aux autres. S'il vous plaît, élevons un peu le débat. Soyons adultes. Arrêtons avec ces querelles de cours de récréation, d'accord? Moi, je pense que le spinosaure, il tue le tyrannosaure. Mais t'es complètement taré, ma pauvre fille. Non mais, tu te rends compte de l'énormité que tu viens de balancer? C'est pas possible. Faut être absolument inculte pour dire une connerie pareille. Tout le monde sait pertinemment. Tout commence pas loin de Séoul, où une société du nom de BioValley a une fuite d'agents biologiques. Un chauffeur de camion renverse une biche tout près de là, et contre toute attente, celle-ci se relève. Le film nous présente ensuite Seo Kwo, un courtier en bourse en instance de divorce, bien trop occupé à bosser pour passer du temps avec sa fille qui est gardée par sa grand-mère. La petite est en colère contre son père parce qu'il n'est pas venu la voir chanter à la fête de l'école, et il est même pas foutu de savoir ce qu'elle veut comme cadeau d'anniversaire. Ça te plaît pas? Tu me l'avais déjà offerte. Et pour enfoncer le clou, la petite veut rejoindre sa mère à Busan. Il lui promet d'y aller quand il aura moins de boulot, mais ça n'arrivera jamais. Et en voyant la vidéo que la grand-mère a prise, il se décide à emmener la petite chez sa mère le lendemain. C'est pas grave, elle a oublié les paroles. Donc les voilà partis au petit matin, mais en chemin... Des cendres tombent du ciel et l'étage d'un immeuble est en flammes. Dans la gare, en revanche, tout le monde s'affaire à monter dans le train, direction Busan, comme si c'était un jour tout ce qu'il y a de plus normal. Seo Kwo, toujours le téléphone à l'oreille, prend place avec sa fille, comme tous les autres passagers. Le personnel est souriant, les gens sont à l'heure, et le train aussi. Alors ça, chez nous, c'est un film de science-fiction. Oh, la blague facile. Non, j'ai travaillé pendant des années à la SNCF, j'ai le droit de le dire. Et à peine quelques secondes avant le départ, une jeune femme affolée et blessée monte à bord sans se faire remarquer. Le train part alors sans même que quelqu'un ne se rende compte que les gens sur le quai sont attaqués par des gens hyperactifs. Et à peine parti, un passager, Yeon-suk, va chercher un membre du personnel pour lui dire que quelqu'un de bizarre est monté à bord. Mais contre toute attente, c'est un SDF. Monsieur, je peux voir votre billet, s'il vous plaît? Non, j'ai pas de billet, non, je me suis torché avec. Y a jamais de papier dans vos putains de trains, là, et puis la flotte pour se laver les mains, le capteur il marche jamais. Puis franchement, je pourrais me péter sur les mains, ça les sécherait plus que vos saloperies de sèche-mains à la con. T'en fais pas un peu trop, là? Non, non, je fais pas un peu trop, non, non, non. Ce film se passe dans un train, la SNCF, elle va prendre cher. Oh. Attiré par la conversation, Sohan s'est levé pour voir ce qu'il en retournait. Travaille bien à l'école, tu finiras comme Allons, lui. s'il vous plaît. Ma maman dit que toutes les personnes qui disent ça sont des gens vraiment méchants. Elle ne devait pas être bonne élève, ta maman, alors. Ok, donc lui ce sera le connard de service. La petite continue sa balade à la recherche d'un toilette libre et croise Sangwa, un mec d'apparence un peu bourru mais qui est en fait tout gentil. Ça va comme tu veux? Oh, oui, pardon, excuse-moi, désolé. Et finalement, elle trouve ses petits coins. Et pendant que les télévisions qui diffusent les infos parlent d'émeutes à l'échelle nationale, la passagère blessée s'effondre puis se lève pour becqueter l'hôtesse. Le temps d'incubation après morsure étant très rapide, le nombre d'infectés grimpe à la vitesse grand V, et la panique gagne tout le monde dans la voiture. Dans le wagon, non? Ah non, quand il y a des gens dedans, c'est une voiture. Un wagon, c'est pour la marchandise. Oh, ça va, monsieur, je sais tout sur les trains. Mais ça va, tu m'as posé une question, je te réponds. Et puis, c'est pas que je sais tout sur la SNCF et les trains. C'est juste que j'y ai travaillé pendant 10 ans, donc forcément, j'ai retenu des trucs quand même. Mais j'ai appris plein de trucs à la SNCF. Tiens, j'ai appris à jouer à la belote.
Seoko, qui cherchait Sohan, a juste le temps de l'attraper et de foncer pour sauver leur peau. Sur le passage, il croise Sangwa, qui est aux prises avec un infecté, et leur referme la porte au nez lorsque lui et sa femme tentent de rejoindre les gens encore sains dans une autre voiture. Alors franchement, c'est quand même un peu bâtard, parce que le mec attend le dernier moment pour fermer la porte. Ils avaient largement le temps de passer, hein. Non mais ça, c'est un truc qui est courant dans les films. C'est en fait le mec qui est là à la porte, et les gens arrivent, et c'est au dernier moment qu'il ferme. Vraiment être un connard. Non madame, je suis désolé, c'est trop tard. Ah non, vous m'ouvrez, ils sont super loin là. Non, Ah je vous assure, c'est trop tard. non, vous m'ouvrez tout de suite maintenant. Puis si vous dites que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Putain, je vous dis qu'ils sont super loin les zombies là, c'est bon, je peux, ouvrez-moi. Non. Excusez-moi, mais on est encore super loin. Elle peut passer du coup. Ah, Non, fallait marcher plus vite. ah Ouais. non, Je suis désolé. s'il vous plaît. Non. Les événements leur permettent toutefois d'apprendre deux choses. Ils ne savent pas ouvrir une porte. Ils attaquent en nous voyant. Donc ils sont en relative sécurité. Sangwa veut s'en prendre à Seoko, mais un appel du conducteur l'en empêche. En raison d'un problème technique, ce train ne marquera pas d'arrêt en gare de Cheonan. Yeon-suk se plaint et met un coup de pression au conducteur pour qu'il s'arrête à la station suivante, et le mec lui obéit. Alors que dans l'idée, il conduit, il fait ce qu'il veut. Avant d'arriver en gare, Seoko reçoit un appel de sa mère qui se transforme. Maman? Comme un emmerdement n'arrive jamais seul, la gare suivante est déjà tombée sous le joug des infectés. Et d'après les informations, le pays entier part en brioche à cause de l'épidémie. Et le pire, c'est que même tomber de 100 mètres, ça les tue pas. Le train continue alors son voyage. Sohan donne sa place à une dame d'un certain âge qui voyage avec sa sœur, et son père lui fait une leçon de morale. T'étais pas obligé de faire ça. À partir de maintenant, tu ne penses qu'à toi, d'accord? Mamie avait toujours mal aux genoux, comme la vieille dame. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Apprenant via une autre annonce que le train s'arrêtera à Daejeong, Seoko laisse la petite avec le couple et appelle un de ses clients boursicoteur qui lui arrange une arrivée VIP dans la prochaine gare, en échange de belles actions. Et pendant ce temps, Sohan se voit offrir un bonbon par Sung-Yeong et parle avec eux de son père. Il fait de la lèche au boursicoteur. Une sangsue qui vit au crochet des autres. Tais-toi un peu. Et aussi du bébé qui arrive. Le père est un feignant qui n'a toujours pas choisi de prénom. Arrivé à la gare de Daejeong, rien. Absolument personne. Tout le monde descend, enfin les survivants descendent, y compris Young-guk, venu avec sa copine Ginny et son équipe de baseball. Écoute Young-guk, je t'aime et c'est comme ça. Alors tu devrais plutôt t'estimer heureux et l'accepter parce que c'est le destin qui veut ça. La majorité suit le chemin normal pour rejoindre l'armée, tandis que notre trader et sa fille prennent le chemin de traverse, suivi par le passager clandestin. Sauf que dans le coin, plus personne n'est humain. Résultat, c'est la cohue et tout le monde tente de retrouver le train. La petite manque de se faire tuer. Ensuite, il y a les gens qui ouvrent les mauvaises portes du train. Et finalement, tout le monde remonte, mais dans des voitures différentes. Sung-Yeong, Sohan, Lo-Clodo et une dame âgée venue avec sa sœur sont dans la voiture 13, tandis que Seokwo, Sangwa et Young-guk sont dans la 9. Et entre eux, il y a des infectés. Attends, Quoi? t'as oublié de parler du moment où le sale con force le train à repartir, et que Sangwa est obligé de courir après le train pour monter. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de parler de ça, oui. Bon, après, ça aussi, c'est pas comme chez nous, hein, parce que déjà, chez nous, quand le train, il part. Hein, tu cours pas 5 minutes à côté, et puis en plus de ça, quand t'essayes de le ralentir ou de l'arrêter, les gens te jettent des canettes par les fenêtres comme ça, parce qu'ils veulent pas arriver en retard au boulot. Donc les familles sont séparées, et ça, il faut pas faire, hein. Le groupe de Seongyo est coincé dans les toilettes par les infectés. Ils parviennent à appeler Sangwa au téléphone, et le trio se met alors en marche vers la voiture 13 pour sauver femmes, enfants et Clodo. Alors ils se protègent les bras et s'arment de battes de baseball. Je me mets devant. Toi au milieu. Et toi derrière. En avant. Ils font ensuite la bagarre contre les vilains et ça se fight fort, même si en soi ça sert à rien parce qu'on l'a vu un peu plus tôt, tomber de 100 mètres ça les tue pas. Ah, par contre passer dans un tunnel ça les anesthésie. Ah, ça c'est intéressant. Donc dans le noir, ils savent plus se repérer, mis à part au son. Ok. Alors pour le coup c'est bien, mais un tunnel ça dure pas des plombes. Hein. Dans la voiture 12, Seoko détourne leur attention avec un téléphone, ce qui leur permet de rejoindre le groupe de Sung-Yeong sain et sauf. Mais c'est déjà la sortie du tunnel, alors les mecs se planquent dans les toilettes d'en face. Seoko regarde sur son téléphone où se trouvent les prochains tunnels, et c'est dingue qu'une appli comme ça existe, et propose de rejoindre les survivants de la voiture 15 dès qu'ils seront dans le noir. Mais en attendant, il discute avec Sangwa. Rien qu'à te voir, je parie que tu joues pas souvent avec ta fille. T'inquiète pas, elle saura pourquoi tu travailles autant. Nous, les pères, on se prend toujours des reproches parce qu'on travaille trop. Mais oui, elle pensera ça de toi, notre fille.
Ça va. Oh, mais t'es trop mignon quand t'es un papa inquiet. Oui, bon bah allez, on continue le film là. Young-guk profite du calme pour envoyer un message à Ginny, et apprenant qu'il arrive, elle frétille. Sauf que le climat se tend un peu à cause de Yeon-suk. Comment peux-tu être sûr qu'ils ne sont pas contaminés? Toi, tu n'es même pas foutu de nous dire si ton copain a été contaminé ou pas. Et clairement, tout le monde est de son côté. Un peu plus loin, le groupe profite du tunnel pour sortir. Tout se passe bien jusqu'à ce que la lumière revienne et que le clodo marche sur une canette. Le groupe se hâte et arrive à la porte de la voiture 15 qui est fermée et opaque. Et évidemment, personne ne leur ouvre. Alors pendant que Young-guk essaye de défoncer la porte, Sang-hwa retient l'autre. Malheureusement... Et puis vu comme il est balèze, quand il va se transformer, ça va déménager. Hein. Il retient alors ses futurs congénères jusqu'à son dernier souffle, et avant de mourir, il demande à Seo-kwo de protéger sa femme et donne à celle-ci le prénom qu'il a choisi pour leur fille. Soyeon, c'est le prénom de notre fille. Et grâce au jeune batteur, le groupe entre dans la voiture avec les autres survivants qui les chassent immédiatement dans la voiture suivante après que Seo-kwo ait foutu une branlée à Yeon-suk. Il est contaminé. Regardez ses yeux, regardez. Ah, l'art de ranger les gens de son côté par la peur. Heureusement que c'est que de la fiction. Mais le karma va vite rattraper les passagers, parce que la sœur de la grand-mère, qui était persuadée d'avoir perdu sa sœur, et qui a donc eu un instant de joie en la voyant vivante, mais qui a eu un instant de tristesse juste après en voyant qu'elle était infectée, ouvre la porte pour la rejoindre, ce qui condamne toutes les personnes présentes dans la voiture. Et le groupe a enfin le droit à un peu de calme pendant que le train continue à filer à toute allure vers Busan. Seo-kwo s'isole un moment dans les toilettes et apprend de Kim que la ville tient encore debout, et que tout est de la faute de BioValley. Il le rassure comme il peut et craque, mais pas le temps de pleurer. Le train est stoppé près de la gare de Daejeon Est. Le conducteur annonce qu'il va chercher un autre train pour rejoindre Busan et que par conséquent, il va falloir descendre. Eh mais putain, l'autre salopard et le contrôleur, ils sont encore vivants? Il y a vraiment du bol que pour les crapules. Donc l'autre, il part. Alors quand on saute, que ce soit d'une voiture, d'une loco, d'un autorail, d'une motrice, d'une automotrice, ou de quoi que ce soit d'autre, déjà on saute pas. Dans un premier temps, on descend avec 3 points d'appui. Parce que quand on saute dans le ballast, il y a une chance sur 2 pour qu'on se pète les genoux. Et puis si jamais on glisse et qu'on se pète la gueule dans le ballast, c'est des cailloux comme ça. Hein. Geste et posture les mecs, geste et posture. Spectateurs, spectatrices, vous aimez apprendre en vous amusant? N'hésitez pas à aller sur notre chaîne secondaire Culture avec un G. Et si vous avez envie de discuter avec nous et avec la communauté, on a un Discord tout nouveau tout beau qui a ouvert. Tous les liens sont en description, il y a juste à cliquer. Il échappe à des infectés sur le chemin et finit par trouver une locomotive en état de marche. Il la met en route direction Busan, si les autres arrivent tant mieux, sinon tant pis. Et lui c'est vraiment une crevure, hein, parce qu'il fait croire au mec que la voie est libre. Là-dessus, la locomotive de Ghost Rider arrive et rentre dans le train, ce qui sépare Young-guk et Ginny du reste du groupe. Ceux-ci continuent leur chemin, mais vont tomber sur l'autre empaffé qui a des infectés au cul. Et leur aventure s'arrête ici, parce qu'il aime tellement sa copine qu'il reste avec elle jusqu'à ce qu'elle le morde et qu'il soit à son tour infecté. Ah, c'est beau et triste en même temps. Tu le ferais si j'étais infectée? Non, parce qu'on n'en serait pas là. Oh, mais si ça arrivait? Bah évidemment que je le ferais. Je serais incapable de trouver les casseroles si t'étais pas là. Le salaud court vers la loco et voit le conducteur lui porter secours quand il se viande sur le ballast. Sauf que le pauvre mec va finir croqué par les bestioles et c'est l'horrible individu qui va monter dans la loco. La vie, c'est de la merde. Bref, le reste du groupe est pris en sandwich entre 2 trains, dont un bondé d'infectés. Seo-kwo trouve une sortie qu'il dégage pour laisser passer la petite et Sung-young, tandis que le SDF ralentit les infectés qui finissent par faire exploser toutes les vitres. Maintenant, faut courir vite vers la loco parce que même si le train est tombé sur les infectés, il y en a encore un gros paquet dehors. Et je rappelle que Sung-young est enceinte. Courir aussi vite dans cet état, ça doit pas être évident. Heureusement, ils parviennent à monter sur l'engin, mais il y a comme un problème. Les infectés ralentissent la locomotive. Alors, je veux bien, hein, c'est du pinaillage, hein, là c'est des détails techniques parce que j'y ai travaillé, donc je sais comment ça fonctionne. Une locomotive comme ça, c'est fait pour tracter des centaines de tonnes. C'est pas une quarantaine de corps qui vont la freiner. Bref, ils finissent par lâcher prise, mais dans la cabine, il y a l'autre con. Ah bah il s'est fait mort tout à l'heure. Ah bah c'est bien fait pour ta gueule, tiens. Une fois transformé, il se jette sur Seo-kwo.
Ils font un petit peu la bagarre tous les deux, mais comme l'autre essaye de mordre la gamine et la femme enceinte, il finit par le retenir de la meilleure manière possible, mais qui malheureusement le met en très mauvaise posture. Et finalement, il l'envoie valdinguer sur les voies en se retenant avec une chaîne. Il installe ensuite sa fille et Sung-Young dans la cabine, il montre à la future maman comment freiner si jamais elle devait s'arrêter, il dit adieu ensuite à So-Han, avant de partir en repensant à ce qui semble être les meilleurs moments de sa vie. Bon, au moins il est parti avec le sourire. Bah, tu vas où? Coucou mon cœur. Coucou papa. Tu fais un câlin à papa? D'accord. Quelque temps plus tard, la loco s'arrête devant un barrage militaire. Sung-Gyo et So-Han descendent de la loco et continuent à pied. Et à plusieurs centaines de mètres de là, 2 soldats montent la garde. En voyant les 2 silhouettes se découper dans la pénombre du tunnel, l'un d'eux appelle son chef et lui demande la marche à suivre. Vérifiez si elles sont contaminées. Sauf qu'elles sont trop loin pour ça. Tuez-les, terminé. Et elles doivent leur salut à la chanson que So-Han n'a pas voulu finir à l'école parce que son père n'était pas là. Dur. Franchement dur. J'avais pas revu ce film depuis que j'ai fait le monstre de sortie dessus. Et je dois avouer que mon avis a pas vraiment changé, quoi. Il est vraiment bien, ce film. Faire un film d'infecté dans un train, ça offre un huis clos original et des situations plutôt inédites. Il n'y a pas moyen de s'échapper de ce train, soit on avance, soit on recule, soit on se planque. Et les planques sont peu nombreuses dans un train. C'est exigu et la proximité avec la menace ajoute au stress des personnages et du spectateur. Devoir traverser 2 ou 3 voitures de monstres assoiffées de sang pour rejoindre femmes et enfants, c'est prenant, même si on se doute que les gentils héros vont pas se faire tuer. Ce que j'ai toujours aimé dans ces films-là, c'est le début de l'infection. La plupart des événements semblent anodins, on parle d'émeutes, on voit un appartement brûlé, il y a des gens regroupés devant quelques personnes un peu bizarres, et puis d'un coup, ça part en sucette. Par contre, c'est pas courant de voir une épidémie qui démarre en Asie. Au cinéma. Et au passage, l'apocalypse zombie infecté de Dernier Train pour Busan, on peut pas y survivre. Hein. On en parle souvent avec les potes, il y a une hiérarchie de l'apocalypse zombie. Par exemple, il y a l'apocalypse zombie qui est gérable, Walking Dead, dans l'idée. Alors, quand je dis gérable, c'est dans le sens où les zombies sont lents, il n'y a pas de zombies spéciaux, faut être un peu organisé, et puis pas se faire encercler, et ça passe. Après, il y a l'apocalypse zombie qui est un peu plus compliqué. Par exemple, l'armée des morts. L'armée des morts, ils courent plus vite, il y en a certains qui sont pas cons, qui se développent un peu, tout ça. Là, ça commence à devenir assez chaud. Après, il y a l'apocalypse zombie qui est très ingérable. Voire même pas loin d'être impossible, du genre Left 4 Dead. Là, il y a des infectés spéciaux, en plus, eux sont vraiment très malins. Là, c'est compliqué. Et puis après, il y a les trucs qui sont impossibles. Comme Dernier Train pour Busan. Parce qu'à partir du moment où les animaux peuvent attraper la maladie, là ça pue. Hein. Dans le même ordre, il y a Resident Evil. On en est à quel film là de la phase Marvel là? Enfin pas de la phase mais du machin là où il y en a plein qui suivent. Eh ben je crois qu'on n'est pas très loin de la fin. Là c'est Thunderbolt. Mais c'est pas vraiment Thunderbolt parce qu'en fait il y a un Astérix et c'est New Avengers. Mais sans Avengers. Ils ont mis Astérix dans Marvel? Oui, à côté du titre. C'est le petit. Les gars, ça y est, c'est maintenant. Ça y est quoi? L'apocalypse zombie, les gars. Oh, putain. on s'équipe. J'avais tout prévu. Génial. Mais comment ça se fait cette merde là? Putain, depuis le temps que je l'attendais celle-là. Oh, les gars, mauvaise nouvelle. Tous les animaux sont infectés. Tout ce qui vole, qui marche, qui nage. Même les insectes? Même les insectes. Les chiens, les chats, Les chiens, les cochons, tout. les hamsters. Du coup, il reste pas mal de films encore Marvel à voir. Ouais, puis je crois qu'il y a Sentry dans celui-là, ils font un câlin. Je veux bien un câlin. Le
Finalement, rien de mieux à faire. Désolé. Plus sérieusement, je trouve les personnages du film attachants. Ils correspondent aux archétypes du genre, mais je trouve leur développement intéressant. Seo Kuo est le cas typique du mec pris par le boulot et absent pour sa famille, qui est tellement absorbé par la bourse qu'il ne sait même pas qu'il a déjà offert une console à sa fille. Il manque clairement d'humanité, on le voit avec la scène où la petite laisse place à une des grand-mères, et il passe du mec qui sacrifie sans vergogne les autres à celui qui se sacrifie pour les autres. Ensuite, on a le groupe d'ados, le gros costaud grand cœur, qui est un petit peu mené par le bout du nez par sa femme, le salaud de service qui est immonde parce qu'il jette les autres en pâture aux infectés pour se sauver le cul. Après, je peux pas nier qu'il fait preuve de logique, notamment quand il interdit au groupe de héros de venir dans la voiture parce qu'il pourrait être infecté. Ça, pour le coup, c'est plus que défendable. En fait, ce que je veux dire, c'est que même si le mec est immonde dans ce qu'il fait, il n'est pas totalement mauvais. Quelque part, c'est un mec qui, déjà, raisonne pas si mal, et en plus de ça, c'est quelqu'un qui survit. Il a poussé les curseurs de survie au maximum. Je pense que dans le même cas, il y a énormément de gens, y compris parmi vous, qui auraient fait plus ou moins la même chose. Je pense que dans ce genre de cas, on essaye d'abord d'être soudés, et quand on voit que ça part en couille très rapidement, c'est chacun pour sa peau. Et si on peut pousser quelqu'un pour qu'il se fasse bouffer à notre place, je pense que 90% des gens parmi nous le feraient. C'est la survie. Habitué à dénoncer la société coréenne et ses habitudes, Yeon Sang-ho a fait de Dernier Train pour Busan une satire sociale. On y voit la lutte des classes, notamment quand les cols blancs refusent d'aider les prolétaires. Elle se voit aussi à travers le traitement de ce personnage, qui s'appelle le SDF, c'est volontaire. Il est tellement insignifiant et invisible pour les autres qu'il a même pas de nom. Mais au fur et à mesure que les événements se succèdent, il prend de l'importance aux yeux des gens et des spectateurs. À la base, c'est un paria indésirable que tout le monde prend de haut, jusqu'à ce que tout le monde soit au même niveau que lui. À savoir le niveau du « j'ai plus rien et je fais ce que je peux pour survivre ». Il y a d'ailleurs une confusion qui se crée lorsque le personnage de Yeon-suk appelle le personnel de bord pour leur dire qu'il y a quelqu'un de bizarre dans le train. Comme on a vu la nana infectée rentrer, on imagine qu'il s'agit d'elle. Sauf qu'en fait, il s'agit du SDF. Je sais pas si c'est une idée, mais j'ai le sentiment que le réal nous dit « Regardez, vous pointez du doigt un pauvre mec alors qu'une menace bien réelle est là et vous l'ignorez complètement. » Ce qu'on voit ici d'ailleurs. La nana est pas bien et tout le monde s'en fout. Ça aussi, c'est un truc qui est valable aujourd'hui. Tu peux laisser un mec crever la gueule ouverte sur le trottoir, il y a personne qui va venir l'aider. On peut adhérer au message ou non, perso, ça me rend pas le film plus ou moins agréable. Mais je comprends le point de vue. C'est aussi pour ça que tout au long du film, il est question de Bio-Valley, l'industrie à cause de qui tout arrive. Je me suis d'abord dit, pourquoi parler de cette boîte tout le long du film alors qu'on la voit quasiment pas ? Eh ben parce qu'on est encore dans la satire sociale. Tout arrive à cause de ces grandes entreprises qui ne pensent qu'au profit et mettent au péril l'environnement et les gens uniquement pour faire du fric. Bon, vous me connaissez, les messages et les sous-textes dans les films, je cours pas après. Maintenant, si c'est ce que le réalisateur a voulu faire, ce serait dommage de pas en parler. Surtout qu'en plus, ça se voit à l'écran. Je veux dire, ce serait quand même idiot de le nier. Par contre, je trouve que le film est un peu fait comme un seinen. Alors, pour ceux qui connaissent pas, les seinen, c'est les mangas qui sont plus orientés vers un public masculin adulte. Alors, il n'y a rien de dégueulasse là-dedans. Hein. Je parle d'histoires un peu sombres, violentes, des trucs de criminels, tout ça. Ça me rappelle quelques seinen. Alors, l'équivalent coréen du seinen, c'est le manhwa. M-A-N-H-W-A. Je suis vraiment désolé pour les prononciations depuis le début, mais je connais ni de personnes japonaises, ni de personnes coréennes. Personne n'a pu me corriger. Et du coup, c'est l'équivalent japonais, donc. Et bah, je trouve que ça ressemble vachement à des mangas ou des manhwas sérieux et adultes avec de la violence et des histoires sombres. Le jeune héros qui reste avec sa compagne transformée et se fait aussi infecter, ça fait très seinen. Le sale con qui sacrifie les gens et qui devient hystérique quand il est effrayé, c'est très seinen aussi. Le héros qui passe de mec sans cœur à meneur soucieux des autres, ça aussi c'est seinen. Quand je fais un épisode de Monstres de Film, j'essaye d'être le plus impartial possible. Je prends les plus, les moins, les pour, les contre, et je vous restitue ça de la manière la plus neutre possible. Quoi qu'il arrive, il y a toujours mon avis qui transpire un peu dedans, mais j'essaye de rester impartial. Comme ça, ça vous donne plein d'outils pour essayer de le juger d'une manière la plus neutre possible. Pour ce qui est de Dernier Train pour Busan, je dois avouer que j'ai eu du mal à trouver vraiment des gros points négatifs. Il y a des bricoles, hein, les personnages sont des archétypes, la plupart des gens qui sont infectés se transforment très vite, sauf les personnages principaux, mais en même temps c'est quelque chose que je comprends, parce que bah, comme c'est les personnages principaux, il y a beaucoup plus d'enjeux, donc il faut que ça prenne un peu plus de temps. Mais à part ça, j'ai pas trouvé vraiment de trucs hyper gros en disant ouais c'est nul, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Allociné
Et j'ai cherché les critiques négatives. J'en ai trouvé quelques-unes, et parmi toutes celles-là, j'en ai trouvé une qui était un paftard comme ça, et je pense que ça pourrait être intéressant qu'on l'analyse ensemble. En gros, la personne reproche au personnage de rester là, à fixer les infectés sans rien faire. Pour lui, les acteurs jouent mal, et il y a aussi un placement de produit qui lui a pas plu. Bon, le placement de produit, c'est inévitable, ne serait-ce que pour montrer que ça se passe dans notre monde. Ce qu'il ne comprend pas aussi, c'est que Seoko ne sache pas ce que sa fille veut pour son anniversaire, en laissant penser que le mec a Alzheimer. Alors que c'est pas une question de ça, c'est que le mec est tellement pris par le boulot qu'il a pas le temps de penser à autre chose. Le surmenage en Asie, c'est très commun. C'est pas parce que nous on est aux 35 heures que tout le monde l'est. Vous devriez vous renseigner sur le Gwaroza. Le Gwaroza, c'est l'équivalent coréen du karochi. Le karochi, c'est japonais. C'est le fait de mourir au travail parce qu'on a trop bossé, c'est ça? Exactement. Le gouvernement japonais, une année, a déclaré que quelques cadres étaient morts après avoir fait 100 heures supplémentaires sur une semaine. Juste pour info, quelqu'un aux 35 heures en moyenne va faire à peu près 150 heures de travail dans le mois. Au Japon, il y a des mecs qui font 140 heures en une semaine. C'est colossal. Le phénomène des gens qui restent plantés devant la menace, c'est quelque chose qu'on peut voir assez souvent dans les films. Ça peut être agaçant, mais c'est un phénomène plausible, qu'on peut appeler le lapin dans les phares. Parfois, on prend la fuite quand on est effrayé, mais parfois, le cerveau sait pas quoi faire, et du coup, on est tétanisé. Encore une fois, c'est pas parce que ça vous arrive pas que c'est pas possible. Après, j'ai pas les clés de la compréhension, qu'on soit bien d'accord. Mais quand je vois des gens descendre un film parce que les personnages ne font pas les choix que eux feraient, je trouve ça débile. Qu'on critique un film parce que son histoire est incohérente, mal écrite, qu'elle ne respecte pas ses propres codes et son propre univers, je trouve ça tout ce qu'il y a de plus sensé. Mais trouver qu'un film est mal foutu parce que les personnages ne font pas ce que vous feriez ou ne vont pas là où vous iriez, bah franchement je trouve ça stupide. Aucune loi ne force les personnages d'un film à faire les bons choix, parce qu'aussi fou que ça puisse paraître, des gens qui n'ont pas d'instinct de conservation ou qui manquent de jugement, ça existe. Allez voir sur internet, il y en a partout, et la plupart en meurent. Ouais, mais il y a une marge entre des personnages stupides, mais bien écrits, et une facilité scénaristique. Ouais, mais pour moi la frontière est mince. Je veux dire, comment tu arrives à définir que dans un film, un personnage est con et fait des conneries parce que c'est comme ça et que c'est des choses qui arrivent, ou alors que c'est une facilité scénaristique ou un personnage mal écrit? Parce que le film est bon, parce qu'il est pas bon, parce qu'il a été écrit ou alors réalisé par un mec bon ou pas bon? Genre, un personnage débile dans un film de Kubrick, c'est bien pensé, et un personnage débile dans un film de Uwe Boll, c'est forcément de la merde. C'est une question que je pose, j'ai pas la réponse, Mais sérieusement, je pense que le public aujourd'hui a tellement l'habitude du cinéma, en a tellement bouffé, qu'il a un petit peu tendance à oublier qu'il va voir un film. Concrètement, quand tu vas voir un film, on te raconte une histoire. C'est pas à toi de définir comment l'histoire doit se passer. Tu prends le parti de t'asseoir dans un fauteuil pour voir une histoire qui va se passer comme ça. Parce que dans l'univers qu'on te présente, dans l'histoire qu'on te présente, c'est ça qui arrive. Maintenant, encore une fois, je le répète, j'ai pas toutes les clés de la compréhension. C'est un sujet sur lequel je m'interroge tous les jours. Parce que je n'ai vraiment pas la réponse. Le film est un peu violent, mais ne bascule jamais dans le gore et la surenchère. Et il comporte quelques passages flippants. Quand les voyageurs de la voiture 15 sont attaqués, le jeu d'ombre conjugué au cri des gens, ça fout les jetons. Et en plus, les infectés sont flippants. D'ailleurs, j'adore ce plan. On suit leur démarche folle, c'est ultra immersif. Les vagues d'infectés qui se grimpent dessus à la World War Z, c'est pareil, c'est flippant. On est démunis face à une vague de corps humains comme ça. D'ailleurs, ça a pas été une mince affaire de les faire. Le budget de production du film était de 10 milliards de won, ce qui fait à peu près 10 millions de dollars de l'époque. Et là, il va falloir remettre l'église au centre du village et faire quelques calculs, parce que quand on parle de recettes ou de budget au cinéma, on a souvent tendance à parler en dollars. En même temps, c'est un peu les patrons, donc c'est normal. Mais faut pas oublier le taux de change. Quand Godzilla Minus One est sorti, les gens sont tombés de leur fauteuil en apprenant qu'il avait été fait avec un budget de 15 millions de dollars. Tout le monde vantait le savoir-faire japonais et pointait du doigt le système américain en disant « Y a pas besoin d'avoir tous ces sous pour faire un beau film, hein ?» Eh bah si, en fait. Parce que le taux de change entre le dollar et le yen est en gros de 1 pour 152. Et pour le won, il est de 1 pour 1437. Donc 15 millions chez l'oncle Sam, c'est des milliards au Japon ou en Corée. Godzilla Minus One, par exemple, est le 15e plus gros budget du cinéma japonais. Donc non, ça n'a pas été fait avec peu d'argent. C'est juste que leur monnaie est tellement faible par rapport au dollar que ça paraît pas beaucoup. Un exemple.
Un budget de 250 millions de dollars. Un budget de Transformers ou d'Avengers, bref. Vous savez ce qu'on peut faire en Corée avec ça? Alors déjà, ça fait 350 milliards de won, ce qui est monstrueux, et ça peut servir à construire un gratte-ciel, une ligne de métro, ou alors à faire tourner une ville de 400 000 habitants, pendant 1 an. Bon, aux États-Unis, pour construire une ligne de métro, c'est en moyenne 800-900 millions de dollars. Il y en a même certaines qui peuvent coûter jusqu'à 2 milliards de dollars. Je sais qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte pour définir ce que ça coûte. Mais rien qu'avec ça, on voit qu'on n'est clairement pas sur la même échelle. Dernier train pour Busan a engrangé 92 millions de dollars de recettes dans le monde, dont 80 rien qu'en Corée du Sud. Au total, plus de 11 millions et demi de spectateurs se sont déplacés pour le voir, ce qui en a fait, à l'époque, le 11e film coréen le plus vu dans le pays. Et aujourd'hui, il est encore 15e. Chez nous, il n'a fait que 275 000 entrées, ce qui est curieusement pas si mal pour un film coréen, et il a gagné un peu plus de 2 millions de dollars aux États-Unis. Techniquement, le film est très bon. Même si, en le comparant à des gros blockbusters sortis la même année, que ce soit des films comme Batman vs Superman, Ghostbusters, X-Men Apocalypse, Warcraft, il y a quelques scènes où on se dit, bon, c'est quand même pas génial, mais honnêtement, la Corée a pas à rougir de ce que font les Américains. Le train étant le personnage majeur du film, certaines scènes ont été tournées à bord de vrais trains de la Korail, la compagnie nationale des chemins de fer de Corée du Sud. D'ailleurs, l'implantation du KTX, le Korean Train Express, le train le plus rapide de Corée, a été organisée avec l'aide de la SNCF. C'est clairement des TGV Atlantique, ces trucs-là. Donc, il y a eu 2 vrais trains, mais aussi plusieurs répliques. Le premier a servi pour les scènes des tunnels ou pour filmer des plans en intérieur. Des écrans étaient disposés de part et d'autre de la réplique et diffusaient des images de paysages ou de quais, et l'équipe technique pouvait manipuler la lumière à volonté suivant les scènes avec la centaine de lampes qui s'y trouvaient. Cette réplique était d'ailleurs démontable de partout, ce qui permettait de faire des plans de n'importe où et sous n'importe quel angle. Tantôt, la caméra bougeait via un rail disposé sur les porte-bagages, tantôt elle était montée sur une dolly et la paroi du train était retirée pour filmer en totale immersion. Certaines scènes ont été tournées dans les gares de Daejeon Station, Cheonan Station et East Daegu, et l'ont été avec une réplique entourée de parties vertes pour faire des incrustations tirées par une locomotive. Celle en gare de Daejeon a été tournée en plusieurs fois. Il y a d'abord eu une fois où les comédiens couraient après la réplique qui se déplaçait à petite vitesse. D'ailleurs, il y a des moments où les acteurs se sont ratés, et mine de rien, c'est super dangereux, parce que lui, là, il aurait pu tomber entre le quai et le train. Ça a beau être une réplique, ça peut faire quand même très mal. A l'inverse, les comédiens qui jouaient les infectés avaient des matelas pour se récupérer, quand Ma Dong-seok les poussait en arrière. Et pour le moment où ils montent dans le train, la réplique était statique. Mais lui courait sur un tapis avec un ventilateur dans la tronche pour simuler le vent dû à la vitesse. Alors, ce qui est un peu emmerdant, c'est que le making-of est plutôt pauvre en informations sur les effets visuels. Même si je peux quand même vous dire 2-3 trucs, comme par exemple le fait que les effets numériques ont été confiés à Digital ID, qui est le plus grand studio d'effets numériques de Corée du Sud. Ils ont bossé sur beaucoup de publicités et de jeux en VR, mais on leur doit les effets visuels de Old Boy, My Way, un film de guerre assez balèze avec beaucoup de scènes de bataille, et la série historique à gros budget Mr. Sunshine. Ils ont fait les paysages qui défilent sur les écrans de ce décor et ont dupliqué la foule d'infectés pour les scènes de poursuite où les vagues se submergent. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai pas beaucoup d'images du making-of. Pour le maquillage, c'est un peu la même chose d'ailleurs, même si j'ai un peu plus d'infos. Il a été confié au studio coréen Technical Art Studio Cell. Leur idée était de ne pas montrer des cadavres en décomposition, mais des corps encore vivants, en pleine transformation. Les visages ont été travaillés pour donner l'impression d'une infection qui se propage, une peau pâle, des veines sombres tracées à l'aérographe, des yeux vitreux et un léger gonflement des traits, ce qui rendait les infectés plus réalistes, plus humains, et donc plus inquiétants. L'équipe a utilisé un mélange de maquillage classique, de prothèses légères et de lentilles de contact, tout en coordonnant le travail avec les cascadeurs et danseurs qui incarnaient les infectés, histoire que leurs mouvements restent cohérents à l'écran. J'imagine que ça doit être un peu décevant pour vous, parce que du coup j'ai pas grand chose à vous dire, mais je pense que le cinéma coréen garde un petit peu ses secrets pour lui, ou alors que les professionnels occidentaux s'y sont pas vraiment intéressés. Parce que j'ai regardé dans mes SFX, j'ai rien trouvé sur le film. Merci Ludo pour le Mad Movies, tu m'as bien aidé. Mad Movies, il y avait une interview, mais pas grand chose de plus. Et le making-of dure 15 minutes. Du coup, c'est un petit peu léger pour avoir vraiment des infos sur les effets visuels. La musique du film est signée Jang Young-yu, un compositeur coréen qui a composé pour à peu près tous les genres, puisqu'il a composé pour A Bittersweet Life, The Good, The Bad, The Weird, Psychokinesis, Peninsula et surtout The Wailing. C'est la première bande originale coréenne que j'écoute, et franchement, j'ai pas été déçu. Par contre, j'ai été surpris.
Parce que quand je regarde un film, ça c'est l'habitude depuis toujours, j'ai tendance à bien écouter le film, mais aussi à faire attention à la bande originale. Tout le monde ne sait pas le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que les vidéos de monstres de films leur permettaient d'être plus ouverts à la musique. Et ça, pour le coup, ça me fait plaisir. Mais je me suis pas rendu compte de toutes les nuances de la bande originale de Dernier Train pour Busan quand j'ai vu le film. C'est en l'écoutant que j'ai compris beaucoup de trucs. C'est même assez bizarre parce que j'arrive pas vraiment à mettre des mots sur ce que je ressens en l'écoutant. Par moments, j'ai l'impression d'entendre des souffles de machines. Il y a des soubresauts de musique rythmée par des percussions tribales, primitives, comme si l'homme revenait à son état le plus bestial et devait survivre à l'ancienne, c'est-à-dire à grands coups de poing dans la gueule. Les actions et événements sont ponctués par de la musique comme on en retrouve dans beaucoup de bandes originales narratives. Et puis, il y a un thème de contemplation de la catastrophe, qui est triste et sans espoir. Et bien sûr, il y a un thème absolument déchirant qu'on entend à la fin notamment, qui rappelle d'autres musiques coréennes, voire même japonaises. Non, bon, stop, on arrête la musique là. Parce que dès que j'entends les premières notes, j'ai envie de me rouler dans une couette avec toi et la petite, et de plus bouger jusqu'à la fin des temps. Le casting de Dernier Train pour Busan a été considéré comme une vitrine du cinéma coréen. En tête d'affiche, on trouve Gong Yoo, qu'on ne présente plus en Corée, mais qui est surtout connu chez nous via la série Squid Game. Apparemment, c'est un peu Georges Clooney là-bas. J'ai lu ça sur internet. On l'a vu briller dans Goblin, The Silent Sea, Silenced ou encore The Suspect. Ensuite, il y a Ma Dong-seok, alias Don Lee pour les Américains. Alors lui, c'est un peu le mélange entre Bud Spencer et Jackie Chan. Il pète des gueules et c'est marrant. On l'a vu dans The Outlaws et ses 3 suites, dans Les Éternels de Marvel, sa première apparition dans le cinéma occidental. Et je suis désolé de devoir écourter la partie acteur de cet épisode, mais il s'avère que je connais rien au cinéma coréen et que je connais encore moins ses interprètes. Du coup, ça ne rendrait pas grâce à leur carrière que je me base sur une fiche Wikipédia. Donc il va falloir que je fasse mes devoirs la prochaine fois que je vais parler d'un film coréen. En attendant, Dernier Train pour Busan, je vous le conseille. C'est un bon film, au concept original, avec des personnages attachants, il y a de l'action, il y a du frisson, il y a de l'émotion. Ça fait vraiment passer un bon moment. Et c'est une bonne introduction au cinéma coréen. Bon, pour le prochain épisode, on va revenir en terrain connu. Sur une île. Au large du Costa Rica.